Merci bien. Merci Luca et Anna pour l'invitation. Un plaisir d'être ici. C'est la première fois moi, que je viens à Lausanne. Et je peux vous dire que c'est magnifique, certainement banal pour vous de voir le lac et les montagnes, mais pour une première fois, c'est saisissant, je vous le confirme. Donc je vais faire un petit pas de côté. Ah, ça vient, ça chauffe. Et puis revenir un petit peu sur voilà, pour contextualiser un petit peu dans quel cadre s'inscrivent ces politiques agricoles et alimentaires urbaines, voir un petit peu les grandes problématiques auxquelles elles répondent, et les défis qui se posent, et puis donner un petit exemple avec la ville de Montpellier, d'où je viens, qui a lancé une politique agroécologique et alimentaire il y a 2 ans. Merci. Voilà, alors commencer par une mauvaise nouvelle, bon, qui n'est pas véritablement un scoop, mais enfin considérer que voilà, le système agroalimentaire industrialisé tel qu'il s'est développé, on peut dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a atteint un certain nombre de limites problématiques, hein, on le sait, sur les questions de santé, avec l'apparition de nouvelles pathologies nutritionnelles, un système qui malheureusement laisse quand même un pan entier de la population en situation de sous-nutrition. D'un point de vue socio-économique aussi, quelques limites voilà, que je ne vous rappelle pas. Hyper concentré, donc une mauvaise répartition en général le long de la chaîne alimentaire. Et puis des problèmes environnementaux que vous connaissez encore, l'épuisement des ressources, l'érosion de la biodiversité, pardon, pollution, émissions de gaz à effet de serre, perte et gaspillage que j'ai mis ici, qui sont évidemment aussi des problèmes économiques, mais si on les envisage d'un point de vue purement environnemental, il y a quelques chiffres qui parlent bien, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit et qui n'est pas consommé, alors la FAO considère que c'est 30% à peu près de ce qui est produit qui n'est pas consommé, et ça représenterait d'un point de vue environnemental une surface de production du coup perdue, qui serait vaste comme le Mexique. Une consommation d'eau, ce serait l'équivalent de consommer le lac Léman chaque année. Et puis, en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ce qui a été produit, transformé, distribué, etc., mais donc au final non consommé, ce serait le 3e émetteur au monde de gaz à effet de serre, les pertes et gaspillages, derrière les États-Unis et la Chine. Vous voyez que c'est un vrai problème environnemental. Peut-être ce qu'on peut retenir, c'est le phénomène de distanciation, l'idée que ce système, qui par ailleurs a été très efficace, hein, l'idée de pourvoir le plus grand nombre en une alimentation à faible coût, on peut dire qu'il a quand même été relativement efficace, nonobstant tous ces coûts pour la santé et l'environnement, mais il a en tout cas généré une forme de distanciation en allongeant les chaînes, et notamment entre le producteur, son produit et le consommateur. Donc une forme de distanciation qui génère, on peut des fois le dire chez le consommateur, une forme d'anxiété dans le sens où on ne saurait plus qu'est-ce qu'on mange. D'où, notamment, pour répondre à toutes les problématiques qu'on a vues précédemment, cet engouement du retour au local, de recréer justement un lien entre le producteur et le consommateur, de donc relocaliser, reterritorialiser son système agroalimentaire, on le voit là dans le cas de Lausanne, et puis ça se fait un peu partout, au prétexte d'abord de réduire les kilomètres alimentaires, donc les transports et donc la pollution. Donc, je le disais, relier plus avant les producteurs et consommateurs, réduire les pertes et gaspillages, puisqu'on réduit le nombre d'intermédiaires, donc les risques de perte tout au long de la chaîne. Surtout, évidemment, et très important, et vous en parliez, le développement économique territorial, c'est-à-dire retrouver de l'activité économique sur son territoire. Et puis aussi, surtout, c'est retrouver pour chacun des acteurs le long de la chaîne plus d'autonomie et d'inclure plus d'acteurs dans le système alimentaire, des acteurs qui jusqu'alors n'avaient pas forcément maille à partir dans un système agro-industrialisé. Les consommateurs, les associations n'ont pas forcément, sont pas intégrés dans le système. Donc au final, tous ces processus de relocalisation sont souvent des expériences socio-économiques innovantes, des alternatives au modèle conventionnel qui sont souvent intéressantes, parce qu'elles se doublent souvent on l'a vu, de promotion de bio, par exemple, de production sous label, ou alors des formes de distribution alternatives, des circuits courts, des formes de consommation aussi alternatives, des coopératives de consommation, par exemple. Donc tout ça génère un certain nombre d'expériences socio-économiques tout à fait passionnantes sur de très nombreux territoires. Alors peut-être focus en France, vous voyez, une promotion du manger local en Vendée. Le manger local, c'est pas banal.
dans l'Aude, un département pas loin de chez nous, près de Montpellier. Manger local, c'est oufissime. Bon, un peu plus conventionnel à Paris, en Ile-de-France. Mangeons local, des produits d'ici, cuisinés ici. Et puis, évidemment, c'est un mouvement très international, très remarquable en Amérique du Nord, puisqu'on peut dire qu'ils ont poussé à son paroxysme l'idée de distanciation entre la production et la consommation. Donc vous voyez beaucoup de campagnes sur les 10 bonnes raisons de consommer local, puisque tout simplement ce qui est produit localement a meilleur goût, c'est meilleur pour vous, ça préserve la diversité génétique, c'est sain, c'est sécure. Bon voilà, j'en passe, et finalement, voilà, l'alimentation locale, c'est le futur. Donc on se calme, on mange local. Des fois, l'injonction peut se faire un peu plus pressante. Et au final, donc, voilà, si on peut pas acheter le bonheur, en tout cas, on peut acheter local, et c'est à peu près la même chose. Alors, évidemment, on peut quand même se poser des questions autour de cet engouement. Évidemment, est-ce que changer d'échelle est suffisant? Bon, la réponse est dans la question, vous doutez que non. Il y a ce fameux piège du local. Hein, cette idée qu'en fait, rien n'est inhérent à une échelle. C'est pas parce que c'est local que ça va être bon, c'est pas parce que c'est local que ça va être produit dans des meilleures conditions, c'est pas parce que c'est local que ça va être mieux partagé. Ça résout aucun problème, a priori, de produire et de consommer localement. Des problèmes de transport, certes. Mais c'est l'agenda qu'on va se fixer, hein, et c'est pas l'idée de produire localement, c'est bien l'agenda que les acteurs se fixent qui va faire que le système va être plus ou moins durable ou pas durable, plus ou moins juste ou injuste. Et donc c'est les objectifs qu'on se fixe, et on l'a vu avec les objectifs que vous nous avez présentés pour la ville de Lausanne, c'est les objectifs qu'on va se fixer qui vont rendre le système plus ou moins durable, plus ou moins juste, et pas seulement l'échelle à laquelle on se situe. Sinon, ça voudrait dire qu'on voilà, on est dans une forme de localisme étriqué, une forme de nativisme, hein, le village d'Astérix, où il s'agirait de se faire un système alimentaire vertueux entre nous, et au milieu d'un océan de malbouffe potentiel. Donc évidemment, il faut éviter ce piège-là, considérant que l'alimentation, rappelons-nous que c'est quand même un formidable objet de solidarité entre les territoires, sans compter qu'évidemment, localement, on ne trouve pas tout. Donc, une forme d'éviter ce piège du local, un concept que j'aime beaucoup, moi, c'est le localisme cosmopolite. Hein, c'est l'idée que certes on est un local, un territoire qu'on a envie d'enrichir, qu'on a envie de valoriser, mais on garde toujours à l'esprit l'idée que on est dans un monde composite, composé de plusieurs locaux avec qui, d'autres territoires, pardon, avec qui on peut rentrer en coopération. Voilà, c'était juste un petit préalable autour du localisme. Pour revenir sur cette histoire d'alimentation urbaine, commençons par, bon, j'allais dire un jeu, évidemment on ne joue pas avec la faim dans le monde, c'est la carte de la faim dans le monde en 2014 qui, cette année-là, a montré un pays très important qui est sorti de la faim. Donc là on est dans la prévalence de la faim, c'est la FAO qui détermine qu'en dessous de 5%, donc c'est tous les pays clairs, en dessous de 5%, un pays est officiellement sorti de la faim. Alors, je ne sais pas si vous savez quel pays en clair ici, cette année-là, est sorti statistiquement de la faim. Le Brésil, absolument. Le Brésil, qui donc est sorti de la faim à la faveur d'un programme qui s'appelle Faim Zéro. Et ce programme, en fait, il avait été initié, c'est pour ça que j'en parle, dans une ville, dans la ville de Belo Horizonte, donc, qui est située ici, la capitale du Minas Gerais. Donc c'est une grande ville, hein, 2,5 millions d'habitants. Et en 1993, un maire particulièrement progressiste veut lutter contre la faim, parce qu'en fait, il y a une partie de sa population qui a faim, littéralement faim. Et en l'occurrence, la ville est entourée d'une vaste couronne périurbaine verte de petits producteurs familiaux, de petits agriculteurs qui sont pauvres. Et donc il imagine évidemment un processus gagnant-gagnant où il pourrait enrichir ces petits agriculteurs périurbains en fournissant de la nourriture pour les pauvres urbains. Et donc c'est là qu'il a lancé ce programme Faim Zéro à l'échelle de sa ville d'abord, en notamment imaginant des restaurants populaires, donc qui sont subventionnés par la ville, auxquels ont accès des populations les plus précaires. Et donc vous imaginez que le contenu de l'assiette est justement le produit des petits agriculteurs périurbains. Donc, il y a eu un certain nombre d'autres actions menées, de soutien à des marchés paysans en ville, etc., etc. Sur les cantines scolaires, 30%. Sur les appels d'offres, 30% dédiés aux petits agriculteurs familiaux.
Et finalement, ce programme a très très bien marché, puisque la mortalité infantile a été réduite de pourcentage énorme. La faim a été quasiment éradiquée. Et donc, à la faveur de l'élection du président Lula en 2002, ce projet, qui avait été donc initié dans une ville, a été répliqué à l'échelle fédérale de tout le pays du Brésil. Donc c'est intéressant de voir que, voilà, à l'échelle d'une ville, c'était une échelle particulièrement pertinente pour régler un problème d'alimentation, donc là, la faim. Donc ça nous intéresse puisqu'on est vous le savez bien, dans un monde urbain. Hein, les courbes entre urbains et ruraux se sont croisées en 2007, et les perspectives, vous voyez, à l'horizon 2050 sont phénoménales. Il y aurait 70% d'urbains à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans 15 ans, dans 25 ans, pardon. Et en fait, on compte que ça signifie 200 000 urbains par jour supplémentaires dans les 25 années à venir. Donc ça veut dire 200 000 bouches urbaines à nourrir chaque jour en plus. Donc vous imaginez à peu près le défi énorme qui se présente. Donc je passe rapidement. Donc les villes, pour le coup, sont effectivement des lieux de concentration des facteurs de non-durabilité pour un certain nombre de raisons que vous connaissez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont des lieux de concentration de formidables ressources. 80% de la richesse mondiale est issue des villes. Les villes produisent une biomasse qui pourrait être recyclée. Là, c'est la ville de Philadelphie, donc vous voyez ces champs périurbains qui vont nourrir la ville, et on pourrait tout à fait considérer qu'en retour, la ville nourrit ces champs, avide de toute la biomasse que les citadins produisent. C'est une population très diverse, des savoirs, universités, des infrastructures, des réseaux d'information, des lieux de pouvoir, donc beaucoup de ressources pour pouvoir innover autour de l'alimentation. Très rapidement, un ouvrage passionnant, La ville affamée de Caroline Steele. C'est une architecte et qui s'est rapidement intéressée à ce qui faisait la ville. En fait, elle en avait un peu marre de travailler simplement sur le bâti, et elle s'est interrogée sur ce qui faisait la vie autour du bâti. Et rapidement, elle s'est tournée sur l'alimentation. Voilà, en citant le cas de Londres, où dans une ville comme Londres, il faudrait... en fait, c'est 30 millions de repas chaque jour qu'il faut avoir produit, qu'il faut avoir transporté, transformé, acheté, cuisiné, consommé, et dont les déchets, il faut recycler et gérer. Et donc, elle se dit, c'est un quasi-miracle qui s'opère chaque jour sans qu'on le voie. On voit certes des restaurants, mais je veux dire, l'alimentation est plus très présente en ville. Tout ça se passe de manière quasi cachée. Et donc elle a revisité l'histoire au temps où, donc elle appelle ça la ville organique, pré-révolution industrielle, où la ville était littéralement façonnée par l'alimentation. Vous parliez effectivement de revenir, remettre des abattoirs, remettre des ateliers de transformation, ça existait. Les abattoirs étaient en ville, les énormes marchés de bouche étaient en ville. Et il y a un temps où la ville était littéralement façonnée par l'alimentation. Alors on y revient, sauf qu'on y revient à un moment où la législation et beaucoup de choses ont changé depuis, et donc c'est un peu plus compliqué. Mais donc intéressant de se rappeler qu'il y a un certain nombre d'innovations qui nous paraissent des innovations aujourd'hui, qui ne sont que de revitaliser, revivifier un temps où l'alimentation était là, présente en ville. Donc sur cette question d'alimentation urbaine, il y a beaucoup de villes qui sont emparées de la question, puisqu'on se rend compte rapidement qu'en traitant l'alimentation, on traite de multiples facteurs intéressants à gérer pour une municipalité. Donc il y a des villes pionnières, donc je parlais de celle de Belo Horizonte au Brésil. La deuxième, c'est Toronto au Canada, qui avait dès 1993-94 monté un conseil municipal de l'alimentation, et puis qui a été suivi par beaucoup d'autres villes en Amérique du Nord, et qui ont défini chacune, donc, en général, des stratégies alimentaires. Donc c'est un mouvement à la base plutôt nord-américain, puis qui a irrigué vers l'Europe du Nord. Là, c'est la ville de Malmö, Bristol en Grande-Bretagne, et puis plus près de chez nous, Lyon, qui a défini très récemment une stratégie alimentaire sur son territoire. Et puis finalement, toutes ces villes, parce qu'il y en a beaucoup à travers le monde, se sont regroupés dans un pacte, le pacte de Milan pour des politiques alimentaires urbaines. Et c'est un pacte qui était né en 2014, l'idée avait germé ici dans le groupe du C40. Le C40, c'est un groupe de 40 villes qui
travaillent sur le climat, c'est pour climat, et qui se sont donné des objectifs très ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est des villes qui, bien souvent, ont eu des objectifs bien plus ambitieux que les États nationaux, qui sont pourtant dans la négociation internationale. Et ces villes, finalement, on se rend compte qu'elles ont bien souvent réduit de manière très drastique leurs émissions, bien plus que ce qui leur a été demandé, de manière très volontaire. Et elles ont rapidement considéré de se demander, tiens, si on travaillait sur la question alimentaire, puisque le système alimentaire est responsable, dit-on, d'au moins la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Et donc on lançait cette idée de monter un pacte autour de l'alimentation, des politiques alimentaires urbaines. Et comme Milan accueillait l'Expo 2015 sur la thématique de l'alimentation, et ben, ça a été l'opportunité pour la ville de Milan de faire signer ce pacte, donc une centaine de villes à l'époque, qui s'engagent pour des politiques alimentaires plus durables et de reterritorialisation, relocalisation d'un système alimentaire, d'un système plus juste, plus équitable. Et puis il y a eu une première réunion donc, des maires signataires à Rome en 2016. Là, je mettrai un petit point parce que c'est en fait une année où le pacte de Milan a vivoté, on va dire. Parce que, c'est comme souvent, c'est un portage politique. Donc l'ex-maire de Milan qui était là à la signature du pacte était très porté sur l'international, très porté sur la question alimentaire. Et le nouveau maire qui a été élu au printemps 2016 l'était beaucoup moins, voire pas du tout, et a laissé complètement vivoter ce pacte, qui n'était pas pris en main en termes de secrétariat par aucune instance internationale. Donc c'est toujours très compliqué quand un pacte est juste volontaire, des signatures à poser, mais personne pour le porter strictement. Bon, ça s'est relativement résolu puisque la FAO dédie des moyens pour porter ce pacte, dont une prochaine réunion aura lieu à Valence. Donc je le rappelais, des engagements volontaires. C'est l'adoption d'un cadre d'action, de recommandations en matière de gouvernance, d'équité sociale et économique, de soutien à la production, d'approvisionnement, etc. Un lieu d'échange de bonnes pratiques. Et donc aujourd'hui, c'est 137 villes, 470 millions d'habitants. Donc c'est comme tous ces engagements volontaires, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est à moitié vide, c'est de se dire, ça n'engage que ceux qui le signent. Et bon, après ça, c'est pas forcément grand-chose. Et puis, si on voit le côté plus positif, on a l'exemple justement des villes qui s'étaient investies de manière volontaire sur la question climatique, dont il s'est avéré qu'effectivement, d'un point de vue effectif, c'était particulièrement efficace. Donc on peut gager le fait que ces villes qui s'engagent sur ces politiques alimentaires urbaines développent des systèmes plus vertueux et que tout le monde s'en trouve bien mieux. Alors une des villes signataires, c'est Montpellier. Donc, où nous développons depuis 2 ans une politique agroécologique et alimentaire. Donc voilà la métropole de Montpellier, le centre ancien est ici, on n'a pas le lac Léman, mais on n'a pas les montagnes, on a la Méditerranée. C'est la 8e ville de France pour vous situer où se situe Montpellier. Donc voilà, sur l'arc métropolitain sud, donc nous on se situe ici. Vous êtes ici, Lausanne, c'est 5 heures de train, je l'ai fait ce matin. Et nous, on a un contexte qui est un petit peu particulier, c'est la vigne est prédominante. Voilà, on est entouré de vignes, c'est un des grands vignobles, même un des plus grands vignobles au monde, je crois, Attenant. Et donc voilà, c'est 35% de la surface agricole, c'est des vignes. Donc évidemment, on ne va pas s'en nourrir. Donc chez nous, la question de l'autonomie alimentaire se pose même pas. Donc c'est un premier point de contexte sur lequel s'est bâtie la politique agroécologique. Pas question de vendre une autonomie alimentaire. L'autre fait marquant de notre espace, c'est qu'il y a une les terres s'artificialisent très, très rapidement. Donc c'est-à-dire moins d'agriculteurs, moins de surface agricole, moins de surface productive. Donc ça, c'est le deuxième élément de contexte. Et le troisième, très important, c'est qu'on est dans une région très pauvre. Voilà un titre qu'on partage avec la région Nord. Donc c'est par exemple la population de Montpellier, c'est 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Donc c'est énorme. Donc précarité pécuniaire, c'est évidemment précarité alimentaire. Donc la question de la réduction de la précarité alimentaire, c'est un objectif quasi principal dans une ville comme Montpellier. Donc c'est une politique qui s'est faite chemin faisant, en réunissant les élus d'abord pour comprendre avec eux qu'est-ce qu'ils faisaient autour de l'alimentation.
Donc pour qui a travaillé sur des politiques alimentaires locales, urbaines, etc., c'est un processus toujours fascinant, enfin je ne sais pas pour ceux qui ont travaillé dessus, parce que les élus qu'on convoque et on leur demande un petit peu comme ça à blanc, quel est leur travail sur l'alimentation, en fait, non, pour eux l'alimentation c'est pas du tout dans leur agenda, c'est pas, ils n'ont pas de prérogatives dessus, bon voilà, et puis finalement on commence à discuter, ah ben oui si je gère du foncier, ah ben tiens oui effectivement oui je gère des cantines, oui c'est de l'alimentation, bon et puis finalement voilà chemin faisant on se rend compte que l'alimentation quasiment elle pourrait être au cœur de la politique publique, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en rentrant par l'alimentation voilà on peut gérer des questions d'équité sociale, des questions de culture, d'entretien du paysage, d'environnement, de santé, de sécurité alimentaire, d'économie, de développement territorial, d'éducation. Et finalement, on peut arriver à se dire, finalement, pourquoi on ne regarderait pas nos politiques publiques à travers le prisme de l'alimentation. Et finalement, l'alimentation, si on la mettait au cœur de nos politiques publiques, qui sont très sectorialisées, et aucune ville n'a a priori un secteur de l'alimentation dédié, on va rentrer par l'éducation, le développement territorial, la santé et autres. Et puis, tout d'un coup, on se dit, via l'alimentation, on peut décliner un certain nombre de politiques. Alors, dans notre cas à Montpellier, trois exemples. Trois grands domaines que je vais vous citer. C'est d'abord le foncier, puisque là aussi, la métropole est propriétaire de foncier agricole, donc possède des domaines, et qu'elle a constitué en agri-parcs. Voilà, des agri-parcs sur lesquels elle a lancé des appels d'offres pour l'installation de jeunes ou moins jeunes, d'agriculteurs, avec évidemment comme condition de l'appel à projet des méthodes agroécologiques. Donc avec des fermes qui sont à la fois productives, mais aussi qui servent comme lieu éducatif pour les scolaires, pour les ingénieurs agronomes, etc. Avec l'idée de créer comme ça dans la métropole un archipel de fermes agroécologiques. Autre spécificité, alors je ne sais pas si j'en parlais juste avant, je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais enfin on a en France un réseau de marchés d'intérêt national. Le plus connu c'est Rungis, mais il y en a un peu partout en province. Des marchés qui avaient été construits au sortir de la guerre pour en fait favoriser, c'était quasiment l'ancêtre des circuits courts, en fait des plateformes où il y aurait des négociations de gré à gré entre les producteurs de la région et les grossistes. Et donc c'est un lieu physique de marché, voilà celui-là, où les producteurs viennent exposer leurs marchandises et les grossistes viennent les acheter. Et donc ça permet finalement de favoriser et d'entretenir une production locale, parce que évidemment on n'entretient pas particulièrement les grosses plateformes de distribution de la grande distribution. Donc c'est un superbe outil dont dispose la métropole, puisque c'est une société d'économie mixte détenue à 80% par la métropole. Donc elle a cet outil-là sur la ville de Montpellier pour gérer son approvisionnement et gérer influer sur le fait que les petits producteurs du territoire puissent venir écouler leurs marchandises directement sur le territoire. Elle a profité de ce lieu physique pour y installer des ateliers de transformation. Donc là encore, retrouver sur le territoire des lieux de transformation qui n'existaient plus. De la conserverie, des coupes de viande, légumerie. Donc une légumerie qui du coup s'approvisionne directement sur le mine et qui va approvisionner la restauration collective. Voilà. Et puis, évidemment, autre levier dont dispose la ville, comme ici, c'est la restauration collective, puisque du coup, la ville lance ses appels d'offres pour l'approvisionnement de ses cantines scolaires. Alors, dans le cas français, la ville de Montpellier gère simplement, en gestion directe, les cantines scolaires primaires. Après, le secondaire et le lycée, c'est le département, puis la région, et donc pour les écoles primaires. Et donc elle lance ses appels d'offres, et donc là aussi c'est un formidable outil pour aiguiller un petit peu. Nous on est sous législation de l'Union européenne, donc c'est toujours très difficile de spécifier du local, par exemple dans un appel d'offres européen, c'est interdit, mais il y a bien des moyens de le contourner en demandant des qualités de fraîcheur, des labels particuliers dont on sait que c'est tel ou tel producteur qui va être capable de le fournir. Donc on s'entend en amont avant de lancer un appel. Il y a aussi l'idée de découper les appels d'offres plutôt que de lancer un appel d'offres très large sur les légumes. Voilà, on va le découper entre différents légumes, on va le découper entre différents fruits. Comme ça permet de pouvoir, à des petits agriculteurs, de pouvoir fournir des plus petits lots. Et donc en l'occurrence, sur le pain, il y a un appel d'offres qui a été lancé, concomitamment au fait qu'il y avait une boulangerie sociale et solidaire qui venait s'installer sur Montpellier, qui venait chercher des débouchés. Ça tombe bien, on lance un appel d'offres pain, comment vous vous situez ?
Et voilà, et donc ils se sont installés, donc passionnant, puisque c'est une boulangerie qui emploie de la main-d'œuvre en situation de précarité. Et puis eux se piquent de carrément structurer une filière bio en amont pour s'approvisionner en farine, et puis du coup de produire un pain bio sans additifs, etc. Enfin, il est formidable. Et du coup, ils ont remporté l'appel d'offres pour voilà, les cantines scolaires de la ville de Montpellier qui, du coup, sont fournies en pain bio. Alors, évidemment, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Sauf que le surcoût a été compensé par le fait que, d'abord, on a réduit un peu le grammage. Alors, il y a des directives très claires du ministère de la Santé. Il y a 30 grammes de pain, mais en fait, bon, le fait est qu'il y avait beaucoup de déchets. Donc, le grammage a été un peu réduit, puisqu'on est là sur un pain beaucoup plus riche. Et puis, le fait est qu'il est beaucoup moins gaspillé, parce qu'il est aussi mieux valorisé, mieux présenté par le personnel de cantine. Et du coup, finalement, l'écart entre ce qui était gaspillé avant et le surcoût du pain bio, finalement, fait que la chute du gaspillage a compensé le surcoût du pain bio. Donc finalement, c'était tout bénéfice. À coût égal, on a eu du pain bio grâce à moins de gaspillage. Voilà, je voulais terminer éventuellement par un petit film, mais bon, je vois que le temps avance, donc on va peut-être pas comme... bon, c'est 2 minutes, c'est juste pour voir en images, voilà, comme ça vous verrez des images de la cantine de Montpellier et de cette boulangerie. La révolution bio est en marche à Montpellier. Depuis le mois de février 2016, toutes les cantines scolaires de la ville proposent aux élèves du pain bio. Le pain, c'est vraiment l'aliment de tous les jours. Voilà, donc commencer par le pain, c'est tous les jours un changement dans chaque école. Ce pain est issu de la filière biologique proposée par Boussole, un réseau de boulangeries solidaires. Fabriqué juste à côté de Montpellier, à Fabrègues exactement, ce pain est issu d'une farine bio élaborée à partir d'une production de blé bio. Une matière première sans additifs, dont la traçabilité est vérifiée en laboratoire. Et ce sont des boulangers aidés de travailleurs en réinsertion qui mettent la main à la pâte. Résultat, un pain bio, local et solidaire. On va petit à petit augmenter cette production locale pour nos enfants, pour qu'ils puissent consommer localement également. Le pain bio, ce n'est qu'une étape dans un cheminement pour l'ensemble du repas, que ce soit de l'entrée, du plat de résistance au dessert. Il est quand même intéressant pour les enfants de savoir qu'ils mangent en ce moment la pomme qui vient de Mougio, le riz qui a été en Camargue, des produits de la région. Oui, c'est important. Des valeurs nutritionnelles importantes, mais aussi toute une éducation au goût des enfants, une sensibilisation des parents et des personnels, ainsi qu'une vraie prise de conscience dans la production des repas et de leur distribution. Voilà le cœur de la politique de la ville en matière d'alimentation et de développement durable.